Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoires mystiques exclusives. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, voilà. Si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour, bonsoir à DMG TV et à toute la communauté de DMG TV. J'ose espérer que tout le monde se porte bien. DMG, vraiment merci pour l'initiative parce que ton émission est une émission d'enseignement. Chaque jour, elle nous enseigne. Chaque jour, j'apprends beaucoup de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la même manière. Et comme je dis souvent à certaines personnes, nous ne vivons pas au pays de bisounours. Pour ceux-là qui ont eu à regarder le dessin des bisounours à Tiji, c'est un pays où tout est beau, tout est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est Hakuna Matata, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais entre-temps, ce que beaucoup ignorent, c'est que pendant que nous dormons, d'autres vivent la nuit, d'autres travaillent, d'autres font plein d'autres choses la nuit, d'autres manigances. Il n'y a pas que le monde physique, il y a aussi le monde spirituel. Bref, je vais vous raconter l'histoire de ma petite sœur. Une histoire que j'ai vécue. L'histoire se passe au Gabon, précisément à Libreville. Je vais d'abord vous parler un peu de ma petite sœur. Ma petite sœur, depuis petite, elle avait cette particularité-là. Elle a même toujours. Mais c'était plus prononcé quand elle était petite. Elle avait cette particularité-là de voir les choses que nous ne voyons pas. De voir des fantômes. Elle avait même des rêves prémonitoires, c'est-à-dire que quand elle te raconte un truc, si elle te dit par exemple ne sors pas, elle sait pourquoi elle te dit ne sors pas. Si elle te dit si par exemple tu es en train de boire de l'eau, elle te dit verse ton verre d'eau, c'est parce qu'elle a peut-être vu un esprit en train de mettre quelque chose dans ton verre d'eau. En fait, il y a des petites choses comme ça qu'elle avait. Ça s'est manifesté pour la première fois. Elle avait à l'époque, je pense, elle devait avoir 4 ans. Elle devait avoir 4 ans. Parce que moi, j'avais 6 ans, je pense bien. Et c'était au village où elle avait vu pour la première fois des fantômes. Ou alors des gens, des voyageurs de nuit, en fait. Des personnes qui sont sorties en vampire. C'était là pour la première fois. Mais après, on a grandi un peu. Et puis après, bam, ça s'estompait, ça revenait, ça s'estompait. Donc, comme je disais, elle avait cette capacité-là de voir les choses que nous ne voyons pas. Parfois même, elle ne voulait même pas. Ce qui fait que, par exemple, s'il y a un décès, elle n'a pas envie d'y aller. Parce qu'en y allant, par exemple, au décès d'autrui, elle va voir des choses qu'elle ne doit pas voir. Parfois, elle peut même voir l'esprit de la personne. Parfois, elle peut même voir ceux-là qui ont fait du mal aux défunts. Elle avait cette capacité-là. C'est pourquoi quand on allait parfois à des décès, bien qu'il y avait des décès au quartier, elle n'y allait pas. De peur de voir ce qu'elle n'a pas envie de voir et de peur de se faire attaquer. Parce que c'était souvent ça. Donc, pour revenir à l'histoire, ma petite soeur apprenait dans un grand lycée public de la place. Bon, comme on a dit, on ne cite pas les noms. Je ne peux pas citer le nom du lycée, mais c'est vraiment un grand lycée de la place. Lycée public. Donc, à l'intérieur de ce lycée-là, comme beaucoup de grands lycées dans Libreville, on ne va pas se mentir, il y a des sectes. Des sectes au niveau des élèves. Donc, elle était en classe de seconde. Elle était en classe de seconde, elle faisait une seconde scientifique. C'est comme ça que, malheureusement, sans le vouloir, et comme dans sa classe, il y avait un élève qui travaillait avec l'intelligence des autres. Donc, pendant les devoirs, le type, il sortait en vampire. Et ma petite soeur avait cette capacité-là de le voir sortir en vampire. Au début, elle cachait.
Mais ce qu'elle n'avait pas su, c'est que le type l'avait vu. Et l'élève en question, il était dans la secte de l'école. Donc, c'est comme ça que, étant découvert, il décide d'aller vers ma petite sœur de manière à ce qu'elle puisse par la suite rentrer dans la secte de l'école. Mais il n'est pas allé de manière physique. Il venait dans les rêves, elle écoutait des voix. Et c'est comme ça que, au départ, elle n'a pas dit aux parents. Elle ne nous a pas dit à la maison. Nous sommes orphelins de père. Nous ne sommes restés qu'avec notre maman. Donc, elle ne dit à personne. Elle essaie de vivre la chose elle-même. Sauf qu'après, on voyait que l'enfant était perturbé. Ses notes avaient baissé. L'enfant était devenu bizarre à la maison. Et comme on va dire quoi, c'est ma confidente, c'est ma petite sœur, elle et moi nous sommes vraiment collés. Comme je l'embête souvent, je te connais comme si je t'avais mise au monde. C'est souvent comme ça que je l'embête. Donc, je savais ressentir que la petite, ça n'allait pas. Elle était perturbée. Et c'est comme ça qu'après, au final, elle se confie. Elle m'explique la situation, qu'elle reçoit des attaques à l'école. Elle peut être là pendant les devoirs, elle oublie tout. Elle peut même avoir étudié, elle oublie tout. En plein cours, elle écoute des voix, les gens viennent lui parler du système du genre, tu as vu nos choses, tu as vu nos choses, tu as vu nos choses, tu ne peux pas rester comme ça, tu as découvert nos choses. Tu as découvert comment nous travaillons, nous on veut te prendre dans notre groupe. Et la petite refusait. Elle a expliqué ça à maman. On a amené l'enfant à l'église. Mais la petite, ce qu'elle voulait, c'était changer d'établissement. Elle disait qu'elle ne voulait plus rester là-bas. Maman, je ne veux plus rester là-bas. Elle allait à l'église, ils ont fait leur prière. Mais la petite disait, maman, moi, je ne veux plus rester là-bas. Ma mère s'est un peu entêtée. Non, c'est comme si tu fouillais. Il ne faut pas défier Dieu. C'est comme si tu minimisais le pouvoir de Dieu. Sans compter aussi qu'à l'église, l'homme avec qui il priait et tout, lui aussi c'était ça. Que la petite ne doit pas quitter le lycée, que la petite doit les affronter. Moi, je n'étais pas pour. Ça a traîné, jusqu'à qu'un jour, ma petite soeur a commencé à faire des crises de folie. À l'école, il lui arrivait de parler seul. Et quand elle arrive à la maison, un jour comme ça, on était à la maison, et comme on avait un lit superposé, elle dormait au-dessus, j'écoute comme elle aboie, comme le chien. Ouh, ouh, ouh. Je dis que le chien là, ça c'est quel chien qui est dans la chambre? Donc quand je monte, je regarde. Ma petite soeur était devenue, je ne sais même pas comment expliquer ça. En tout cas, elle n'était plus là. C'était à la place, c'était un animal. C'était vraiment un animal. Elle faisait le système des griffes. Elle riait seule. Elle parlait. En fait, elle racontait des inepties. Elle bougeait, genre là. Elle sortait la salive de la bouche et tout ça. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Ce jour, nous nous sommes mis à prier. Elle a manifesté, elle a parlé. Oui, elle a vu des choses, elle nous appartient. Elle ne peut pas quitter, il faut qu'elle rentre. Personne ne l'a envoyé voir ce qu'elle a eu à voir. On a vu ça. Ça s'est peut-être passé pendant 1 mois. Et l'enfant était perturbé à l'école. Nous sommes encore allés vers maman que maman, l'enfant ne veut plus rester là-bas. En tout cas, que tu le veuilles ou pas, moi je vais aider ma petite soeur. Elle va quitter le lycée là. C'est comme ça que Dieu merci, vu que ça faisait déjà, je pense, 2 ans que j'avais eu mon baccalauréat. Et j'avais gardé de bonnes relations avec un de mes enseignants, étant aussi une bonne élève. Donc c'est comme ça que j'ai vu mon enseignant. Je ne lui ai pas tant relaté l'histoire, mais je lui ai demandé si c'était possible de faire un transfert de manière à enlever la petite l'année prochaine de l'établissement dans lequel elle était pour la faire parvenir dans le nouveau lycée. Dieu merci, ce monsieur-là m'a aidé. Et en fin d'année, ma petite soeur, elle a repris la classe. Elle avait même des heures d'absence parce que l'enfant n'allait plus à l'école. L'enfant était perturbé, l'enfant était vraiment perturbé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il voulait la faire entrer dans les sectes. Tout simplement parce qu'elle avait vu des choses qu'il ne fallait pas voir.
Donc, Dieu merci, l'année qui a suivi, on l'a enlevé de cet établissement-là et on l'a envoyé dans le nouvel établissement dans lequel j'étais. Et ça s'est estompé. Je bénis Dieu, ça s'est estompé. Elle n'a plus fait de crise de folie et on a continué, nous avons continué dans les prières. Et l'année qui a suivi, c'était maintenant un de ses condisciples, qui est aussi en seconde scientifique comme elle, qui a par la suite aussi reçu des attaques parce que lui aussi, à son tour, on a voulu le faire entrer dans les sectes. Et ça, ma petite soeur l'a su quelques mois après la rentrée scolaire prochaine, parce qu'elle rencontre son ami. Il était vraiment abattu, perdu et tout. Et c'est comme ça qu'il lui confie ce que lui, il a vécu. Et lui aussi, les parents ont dû le changer d'établissement parce que le petit, ça n'allait pas. Donc, c'est pour dire aux parents que... Et Dieu merci, aujourd'hui, ce garçon-là, parce que ma petite soeur, Dieu merci, les années ont passé. Aujourd'hui, elle est à l'université, ça va. Cette histoire-là est vraiment derrière nous. Et ce jeune homme aussi, en changeant d'établissement, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, le jeune homme, il est à l'étranger. Il est en ce moment au Rwanda. Il fait son cursus universitaire. Gloire à Dieu, tout se passe bien. Tout ça pour dire souvent aux parents que de souvent écouter leurs enfants. D'écouter leurs enfants. Tu peux être grand chrétien comme quoi. Tu peux croire, c'est toi qui es le dernier cri de la foi. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il y a des combats que nous ne pouvons pas mener de nous-mêmes. Il y a des combats où nous ne sommes pas forts. Et il y a des combats où si on peut dire, bon, au lieu de combattre, on s'éloigne de ça. Parfois, il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Déjà, elle a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Donc, si ma mère, c'est-à-dire que si ma petite soeur était restée là-bas, je ne sais pas ce que ma petite soeur serait devenue. Peut-être elle serait rentrée dans cette fameuse secte. Après, qu'est-ce qui devait se passer? On ne sait pas. Peut-être elle allait mourir, peut-être elle allait faire une dépression, peut-être elle allait tenter de se suicider. Parce que vraiment, c'était un moment difficile. Et je bénis Dieu parce que j'ai été auprès de ma petite soeur. Je l'ai accompagnée dans ces moments-là. Parce que si je n'aurais pas été là, si je ne l'avais pas écouté, si je ne l'avais pas aidé, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est pour dire aussi aux parents, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, c'est important de prier avec l'enfant. Même quand l'enfant rentre de l'école, comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, tes amis, comment. En fait, poser des questions à l'enfant, parler à l'enfant. Même si l'enfant, quand il se réveille le matin, s'il a fait des rêves, ne négligez rien en fait. Parce que dans les écoles aujourd'hui, les sectes sont partout. Dans les lycées, dans les primaires, il y a tellement beaucoup de choses, tellement le mal est en plein en ce moment-là. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important d'être toujours là pour nos enfants, pour nos frères, pour nos soeurs, d'écouter, de ne rien négliger. Donc c'était un peu mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Coucou DMG, coucou la famille DMG. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Et bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans de la communauté. Alors, je viens encore pour une histoire, bien sûr, qui s'est déroulée en République de Guinée, précisément dans la Haute-Guinée, qui est une région de la Guinée, bien sûr. Alors, l'histoire m'a été racontée par ma maman suite à un événement. Ça date de très longtemps. Alors, c'était dans un village de la Haute-Guinée. Il y avait un couple qui avait duré sans enfant. Ils ont fait des années, mais la femme n'arrivait pas à enfanter. Mais son mari l'aimait tellement qu'il refusait chaque fois de prendre une deuxième femme. Alors, une fois la femme va se décider réellement de convaincre son mari à prendre une deuxième femme. Mais vous saviez, je dis, l'histoire se passe depuis très longtemps. Bon, j'étais même pas encore née et là, moi, j'ai 22 ans. Donc, l'histoire, ça se passe depuis il y a un moment déjà. En ce moment, les gens étaient trop ancrés dans la tradition et tout ça, les coutumes et tout.
Bon, le mari refusait tout le temps de prendre une deuxième femme. Pourtant, dans le village, tous ses amis avaient même des petits-enfants et tout. Et lui, il n'avait même pas un enfant. Donc, sa femme a insisté pour qu'il prenne une deuxième femme pour voir si celle-là peut enfanter. Alors, finalement, le monsieur a accepté et il a demandé pour éviter tout problème. Il a voulu que la femme choisisse dans le village la femme qu'elle voudra qu'il prenne comme seconde épouse pour ne pas avoir trop de querelles, trop de bagarres, trop de disputes dans la maison, etc. La femme avec qui elle pourra s'entendre. Donc, chose faite, la femme, elle a pris l'enfant de son ami, une fille de son ami. Ils ont fait le mariage et tout. Au début, tout allait bien. La fille est venue, elle est tombée enceinte quelques temps après. Elle a accouché. Dès qu'elle a accouché, le monsieur, la deuxième femme qui venait d'accoucher, ils ont donné l'enfant à la première femme. C'est elle qui a choisi le nom de l'enfant et tout. Alors, elle a dit que elle avait fait une promesse, soi-disant que quand elle aura son premier fils, parce que l'enfant était un garçon, elle va lui donner de cette région dont je vais pas citer ici. Donc, elle va lui donner ses noms, mais on va prendre comme nom d'emprunt et on va l'appeler Abou. On va l'appeler Abou. Donc, l'enfant va se nommer Abou. L'enfant va grandir, mais il va plutôt appeler la première femme comme sa maman. Il ne saura pas que c'est pas sa vraie maman parce que c'est elle qui va s'occuper de l'enfant. La deuxième, bon, l'enfant l'appellera par son nom. Il ne saura pas que c'est sa vraie maman en fait. Donc l'enfant va grandir un peu, 5 à 6 ans. Il est tout le temps avec la première femme et tout. En fait, c'est sa maman à lui. Pour tout le monde. Là, tout le monde le sait donc. Un jour, l'enfant qui n'avait pas besoin de sa maman, subitement, un matin, alors que sa maman part au champ, l'enfant se met à pleurer et dit à sa maman, c'est-à-dire sa vraie maman, la deuxième femme, qu'elle l'amène avec elle. Et elle était étonnée. Elle dit, waouh, Abou, c'est... Alors là, ça c'est autre chose. Depuis, tu t'en fous de moi, en fait. Elle a dit ça dans la blague. Pourquoi tu veux que moi je t'amène au champ? Tu veux que je te mette au dos? Je pensais que c'est le dos de ta maman que tu préférais chaque fois. Parce que l'enfant, il était tout le temps avec la première femme, sa maman, en fait. Donc, ce jour-là, bizarrement, l'enfant va tellement pleurer. Vous savez, cette expression que les gens disent tout le temps que les enfants ont toujours des pressentiments, ils ressentent toujours les mauvaises ondes plutôt quand quelque chose de mal va les arriver ou bien à leurs proches qu'ils ressentent ça. Là, c'est vrai, l'enfant va trop pleurer. La femme va se demander mais il y a quoi? Mais cette première dame-là, elle va venir, elle va dire il faut partir, il est toujours comme ça. Comment toi tu vas prendre un enfant gros comme ça sur ton dos et aller au champ? Donc la dame, elle va partir au champ, ne sachant pas qu'elle va venir trouver le cadavre de son enfant après. Parce qu'après, la dame, en ce moment dans les villages, à cette heure de la journée, il n'y aura que les enfants, les petits-enfants et les vieillards, les vieilles personnes qui ne peuvent plus travailler, qui sont dans le village. Le reste, ils sont tous au champ. Sauf la dame, bien sûr, elle s'occupait de l'enfant, donc elle ne partait pas au champ. C'est le mari et la deuxième femme qui partaient au champ. Ce jour-là, elle va partir au marché, elle va récupérer l'enfant va rester à la maison et elle ira au marché. Alors, arrivée au marché, on ne sait pas ce qui va se passer, mais elle va acheter de la soude caustique. Ici, les femmes utilisent ça pour faire le savon, pour laver les linges, peuvent faire le savon en boule ou bien en poudre. On appelle ça kabakuru. Dans notre langue en malinké, kabakuru. Donc, je ne connais pas pour vous maintenant. C'est un savon qui plutôt...
Si tu as une peau sensible même, dès que tu commences à l'utiliser pour juste nettoyer, faire la vaisselle ou bien nettoyer, laver les habits, parfois ça a tendance à enlever même la peau de la main pour les gens qui ont les peaux sensibles. Et là, les savons où il y a trop de soude caustique là, donc c'est très dangereux au fait. La dame, elle va aller acheter les petites boules de soude caustique. Vraie soude caustique là qu'on connaît, elle va aller acheter ça. Je crois que c'est ça le nom. Elle va acheter ça. Elle va venir. En ce moment, l'enfant jouait avec ses amis. Mais quand il verra sa maman, il va tiquer, mais les enfants, il a l'habitude, il va venir. Ouais, maman est venue, maman est venue. Maman, tu m'as apporté quoi? Dans notre langue, maman, na ikan samba muna. Samba, tu m'as apporté quoi? Donc, elle va dire, je t'ai envoyé du bonbon. Mais tu donnes à personne. Le bonbon là, c'est pour toi seul. Il va dire, ouais, ma maman a dit c'est pour moi seul, donc je ne vous donne pas. Il va dire ça à ses amis. Donc, c'est des enfants, ils sont là, ils observent la scène et tout ça. Donc, ils vont tous venir à côté d'elle. Elle va faire sortir le bonbon là. Elle va dire, ok, attends, moi-même, je vais mettre dans ta bouche. L'enfant va ouvrir la bouche. Elle va mettre la soude caustique là dans la bouche de l'enfant. Dès qu'elle met ça là-bas, elle va aller vers la cuisine et elle va faire comme si elle était tellement occupée. Quelques instants après, voilà l'enfant qui fait une crise, il tombe. Il y a, au fait, je sais pas comment je vais dire ça. Il y a les salives, les baves là, je sais pas comment dire, qui sortent de sa bouche et tout ça. L'enfant fait une crise. Maintenant, ses amis ont peur, ils commencent à crier, les enfants commencent à crier. Abou, Abou, on vient la chercher et elle vient en courant. Elle dit, Abou, il y a quoi? Elle fait semblant. Elle tire l'enfant. Maintenant, avant de prendre l'enfant, elle fait rentrer son doigt dans la bouche de l'enfant, elle retire le savon parce que elle retire la soude caustique parce que ça n'a pas pu descendre. C'est un enfant, c'était toujours dans sa gorge. Elle retire ça, elle fait rentrer son doigt, elle retire, elle jette, elle enlève un peu la terre juste dans cet endroit-là. Elle jette ça et puis elle jette la terre dessus. Elle prend l'enfant, elle court maintenant pour envoyer chez les vieillards pour dire que l'enfant est en train de faire une crise et tout. Amener là-bas. Avant, c'est un village et en ce moment, comme je l'ai dit, l'histoire se passe il y a longtemps. Avant d'atteindre les hôpitaux, l'hôpital est juste dans la sous-région avant d'atteindre ça et tout ça. Ils ont voulu régler ça à l'indigénat, mais c'était trop tard. L'enfant est décédé. Mais l'enfant est décédé, toute sa bouche s'était blessée. Au fait, on comprenait pas. C'était blessé de telle sorte que sa gorge, sa langue, tout était rouge, c'était blessé. Même ses narines, au fait, ce n'était pas bon. Donc, mais ils n'ont pas compris. On s'est demandé, mais qu'est-ce que l'enfant a eu subitement? Mais personne n'a pu douter de la dame, tellement elle pleurait et elle a commencé à demander pardon à la deuxième femme. Celle-là a dit, ah, c'était plutôt ton enfant, moi je l'ai accouché, mais c'est toi qui as pris soin de lui, c'était toi sa maman. Donc je crois que toi tu as plus de douleur que moi. Ne sachant pas que c'est elle qui a tué l'enfant. Donc 3 jours après, les choses vont se passer. 3 jours après maintenant, il y a un enfant avec qui, c'était un ami, l'un des meilleurs amis de Abou, qui était tout le temps avec lui, et l'un des enfants qui était présent lors de la scène. Lorsqu'elle a envoyé les bonbons, les soi-disant bonbons, et elle a mis dans la bouche de Abou, tout s'est passé devant lui. Donc l'enfant, sa maman en partant au marché, va lui dire, l'enfant va dire à sa maman, en venant, il faut m'apporter quelque chose. Maintenant, la maman va dire, ok, en venant, je vais t'apporter des bonbons. L'enfant va dire, non, ne m'apporte pas des bonbons. Les bonbons, ça tue. Je ne veux pas les bonbons. Maintenant, sa maman va dire, pourquoi tu dis que les bonbons, ça tue? Qui t'a dit ça? Il va dire, la maman de Abou lui a apporté des bonbons.
un bonbon. Abou a mangé le bonbon et Abou est mort. La maman va se demander, mais pourquoi tu dis ça? Il va dire, oui, la maman d'Abou a envoyé bonbon, il a dit qu'il ne nous donne pas. Il a mangé le bonbon, Abou est tombé. Elle est venue, elle a retiré le bonbon, elle a jeté le bonbon. La dame, directement, elle va comprendre, mais elle ne va pas croire à son enfant. Donc, ils vont demander, tous les enfants, ils vont dire que oui, que Abou a mangé un bonbon avant de tomber. Donc, ils vont aller à l'endroit exact où les enfants vont indiquer que Abou est tombé là-bas, elle est venue prendre l'enfant là-bas. Donc, elle va venir. Ils vont commencer à chercher un peu partout, chercher à terre, dans la terre et tout ça. Ils vont voir, parce que la soude caustique, c'est difficile. Les petits bouts là, c'est difficile que ça se dissout rapidement. Donc, avec le soleil et tout, il y a une partie qui était en train de se dissoudre, c'était en train de devenir du liquide en façon savon là. Donc, mais c'était toujours là, ça se voyait. Dès qu'ils vont voir ça, ils vont comprendre. La dame va alerter tout le village, elle va commencer à crier. Elle va dire, hé Nari, la dame là, elle s'appelle Nari. Excusez-moi, on me dérangeait. Donc la dame là elle s'appelle Nari. Elle va dire, hé Nari, tu as fait ça. Voilà comment elle sera obligée de dire la vérité. Et elle va dire qu'elle devrait donner une personne. Donc, elle n'avait pas quelqu'un à donner. Elle devrait donner une personne qu'elle aime. Donc, elle a voulu donner. Elle a donné l'enfant. Elle l'a donné comment? Dans la sorcellerie. Mais elle ne l'a pas tué seulement que dans la sorcellerie. Elle dit que l'enfant, elle l'avait déjà donné depuis un moment. Seulement que elle attendait son jour. Mais qu'elle a vu ce matin-là, comme je vous l'ai dit, ce matin, l'enfant voulait partir avec sa maman. Donc, elle a vu que l'enfant commence à s'approcher de sa vraie mère. Donc, et elle ne voulait pas ça. Donc, elle est revenue, elle l'a tué encore. Dans ce monde, elle a terminé son travail. Donc, ça, c'est comme ça que l'histoire là s'est passée. Les villageois ont voulu la tuer apparemment. Et ils l'ont amenée chez les autorités pour régler ça là-bas. Je connais plus comment ça s'est passé. La morale de l'histoire, c'est dire aux mamans que quelle qu'en soit la personne, je ne sais pas, même si elle n'a pas d'enfant, quelle qu'en soit la personne, au fait, même si c'est votre mère, votre soeur ou votre frère, ou bien qui que ce soit, ne donnez pas vos enfants. Ton enfant, c'est ton enfant, c'est le tien. C'est toi qui l'as porté pendant 9 mois, qui as souffert pour l'enfanter. Il ne faut pas donner ton enfant à quelqu'un. Quel qu'en soit l'amour que la personne porte à ton enfant. Il ne faut pas donner ton enfant à quelqu'un. Tu ne sais pas comment la personne est. On ne peut pas connaître une personne à 100%. C'est jamais possible. Donc, vraiment, faites très, très attention. C'était tout pour l'histoire. Merci. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez surtout. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Coucou DMG, bonsoir, comment tu vas? Ça fait vraiment un bail. Bonsoir à la famille DMG. Désolée, je suis un peu grippée. J'ai vraiment aimé le film qui a été diffusé le 8. Vraiment, c'était très intéressant et très instructif. Merci encore DMG pour le travail. Je voudrais raconter une histoire, mon histoire, qui s'est passée pendant mon enfance. J'avais l'âge de 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Mes voisins, en fait, oui, c'était, bon, on avait un lien de parenté. Vous voyez, des maisons qui sont un peu collées, c'est juste une barrière qui nous sépare et tout. Donc il s'avère que c'était notre tante qui était de l'autre côté. Mais il y avait une vieille maman dedans et il y avait un banja. Un banja, c'est un temple où on danse
Voilà, les choses traditionnelles, la danse traditionnelle. Donc du coup, on disait que la grand-mère qui était là-bas, c'était une sorcière. Donc elle cherchait un jour sa petite fille. Elle cherchait un jour sa petite fille. Et vu que sa petite fille venait souvent à la maison et jouait avec moi et tout, elle ne voulait pas rester souvent avec sa grand-mère quand sa maman n'était pas là parce que sa maman vendait au marché. Donc, pour ne pas rester à la maison, elle venait de temps en temps perdre le temps avec moi à la maison. Donc, il était 19h, oui, il était 19h, 20h comme ça. Je suis allée chez elle et elle m'a posé la question, va m'appeler, je donne un nom d'emprunt, va m'appeler Vanessa. Ça, je lui ai dit que non, Vanessa n'est pas à la maison. Sinon, ça, elle me dit que non. Elle me dit, tu blagues avec moi. Attends, quand tu vas retourner à la maison, tu vas voir ce que tu vas voir. Moi, je dis, bon, la vieille, là, elle dit n'importe quoi, en fait. Donc, du coup, quand moi, j'arrive à la maison, dans notre maison, il y a une pièce où, une pièce comme on appelle un débarras. Genre, on met un peu de tout là-bas. On peut ranger, on peut ranger les marmites de mariage, en tout cas les instruments de, comment dirais-je, les instruments de plantation, les marmites et tout. En tout cas, quand même des barons, on met un peu de tout là-bas. Donc, du coup, vu que là-bas, il n'y a pas de fenêtre, c'est juste là, une porte et tout, tu rentres et tu sors. Donc, je rentre, je voulais essayer de prendre, parce qu'on déposait aussi les babouches aussi là-bas, ok. Je voulais essayer de prendre une babouche. Non, il y a une chauve-souris, une grosse chauve-souris qui est sortie de ce débarras. J'ai hurlé dans toute la maison, je suis sortie. J'ai vu que j'étais seule dans la maison. Sa petite fille n'était pas pourtant là. Donc, j'ai attendu ma mère devant le portail. J'ai attendu qu'elle arrive parce que je ne pouvais plus rentrer à l'intérieur. Et c'est là où je l'ai expliqué. C'est là où je l'ai expliqué ce que la grand-mère m'avait dit. Et c'est pour ça que ma mère s'est vraiment fâchée. Elle est allée voir la dame en question, que pourquoi tu as fait ça, parce que c'était reconnu que c'est une sorcière. Donc, du coup, ma mère est partie la réprimander que ne fais plus ça dans ma maison, ne marchez pas beaucoup de choses. Ok, c'était ça mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Allô, bonjour DMG, bonjour à toute la famille, à toute la team DMG. Je viens aujourd'hui raconter mon histoire personnelle que j'ai vécue. Et derrière cette histoire, je profite pour attirer l'attention de certains hommes-là. Ceux-là qui parfois ils sont tentés à faire des rencontres avec toutes des filles sans toutefois vérifier, sans toutefois prendre la peine de savoir dans quel genre de famille où ils se décident de s'engager à avoir des relations intimes avec ces filles qui sortent de cette famille. Alors, il y a de cela quelques années, j'avais à l'époque moins de 22 ans. J'avais fait la rencontre d'une fille, c'était en 2011. J'ai fait la rencontre de la fille comment? Il faut savoir que déjà, j'avais mon ami d'enfance qui était le beau-frère de la fille. Et mon ami d'enfance vivait dans sa belle famille. Comme chez nous, ici au Cameroun, on dit ambassadeur. Il vivait dans sa belle famille. Et pendant les vacances, il m'a appelé si je pouvais amener des joueurs pour jouer, pour l'aider à soutenir son équipe, parce qu'il avait fait enregistrer une équipe pour un championnat de vacances. Et du coup, il voulait les joueurs pour renforcer son équipe. Et comme moi, j'étais à Yaoundé et lui, il était dans un village non loin de Yaoundé, il fallait
que je me déplace avec les gars pour aller l'honorer, soutenir son équipe, renforcer son équipe. Et c'est quand j'arrive là-bas que je fais la rencontre de sa belle-sœur. Je drague ces dernières. Elle refuse catégoriquement. Là, nous sommes en 2011. Elle me dit, voilà, les amis de mon beau-frère sont comme mon beau-frère. Pas très responsable. Je ne m'irai pas traiter avec toi parce qu'on dit chez nous qui s'assemblent se ressemblent. Bon, on s'est séparés. Je suis rentré. Et une fois arrivé à Yaoundé, je l'ai rappelé pour question d'insister si elle pouvait revenir sur sa décision. Elle m'a dit non, elle ne pouvait pas et que elle, pour l'instant, elle n'avait pas la tête à cela. Bon, j'ai laissé. Un an plus tard, mon ami me fait encore appel. Il avait encore inscrit il avait inscrit une équipe de championnat de vacances. Il me dit, voilà, mon frère, si tu peux me ramener 6 ou 7 joueurs comme d'habitude. J'arrive encore une fois de plus dans ce village, un an plus tard. Sauf que là, je constate que la fille manifestait déjà l'envie. Elle n'était plus réticente comme l'année dernière. Et ça m'encourage à me relancer. Et au bout de quelques heures, on s'est échangé de numéros. Elle m'a dit, bon voilà, je suis ici en vacances parce que c'est mon village, mais appel au championnat, je serai dans tel quartier, dans la ville de Yaoundé, que je préfère tel nom. Tu peux venir me rendre visite là-bas. Là-bas, c'est free. Ici, il y a mes parents, il n'y a pas de problème et tout et tout. J'ai changé de numéro. Elle m'a donné son nouveau numéro. J'ai pris son nouveau numéro. Et là, en 2012, il faut rappeler que je m'étais déjà engagé. C'est vrai que même en 2011, j'étais déjà engagé avec une autre fille. Et j'avais déjà un enfant avec cette fille. Sauf que DMG, tu sais, quand tu es jeune garçon, beaucoup de jeunes parfois passent par là. Ils aimeraient autant pour moi, ils aimeraient un peu expérimenter à gauche, à droite et voir comment ça se passe. Le championnat de vacances est fini. Elle est remontée à Yaoundé. Je lui ai rendu visite. C'est comme ça qu'on a commencé à tripoter. Et pour finir, on a commencé à sortir ensemble. J'étais le premier homme qu'elle connaissait. Et à l'époque, la mère de mon enfant n'habitait pas encore chez moi. Elle habitait chez ses parents. Donc, je jouais un peu au chat et à la souris. La belle-sœur de mon ami pouvait venir chez moi. Elle rentrait le matin. Elle rentrait au petit matin. Puisque on connaissait déjà la mère de mon enfant de manière officielle à la maison. Je ne voulais pas embarrasser et l'amener en journée. Je jonglais un peu comme ça. Et quelques mois plus tard, la mère de mon enfant s'est installée de manière officielle chez nous. Donc, je ne pouvais plus jouer à ce petit jeu-là. C'est comme ça que j'ai commencé à préparer. Bon, on va appeler on va appeler la belle-sœur de mon ami ici Fifi. Fifi. Je ne pouvais plus amener Fifi à la maison puisqu'il y avait déjà la mère de mon enfant. J'ai commencé à préparer Fifi, que voilà, tu sais, comme je t'ai expliqué. Et déjà, il faut souligner ici là que je lui avais dit au départ que j'avais un enfant et une fille. Elle me dit, waouh, mais l'année passée, tu ne m'avais pas dit que... Je lui ai dit, non, mais en une année, beaucoup de choses peuvent se passer. Bon, j'ai pas su que elle, en fait, elle avait mal pris que j'avais déjà un enfant
et une autre fille dans ma vie. Elle n'avait rien manifesté, mais elle est restée silencieuse. C'est comme ça que je lui dis, et en passant même, la mère de mon enfant, elle est venue s'installer chez moi, donc ce ne sera plus évident vraiment de t'amener chez moi. Et très honnêtement aussi, ce sera plus facile pour moi qu'on continue à se voir comme on le faisait avant. Elle est entrée dans une colère noire, elle a commencé à m'envoyer des messages, que non, pourquoi tu fais ça? Tu es mon premier homme, voilà maintenant. Tu m'abandonnes comme ça parce que tu as la mère de ton enfant et tout et tout. C'est pas facile pour moi d'aller revoir un autre homme. Bref, elle n'était pas d'accord de notre séparation. J'ai commencé à l'éviter. Elle m'envoyait des messages. Elle m'envoyait des messages. Elle a fait même 2 mois, elle m'envoyait les messages. Elle me disait, vraiment, reviens sur ta décision. Vraiment, il faut revoir ta décision. Moi, je ne peux pas vivre. Je ne me vois pas en train d'aller donner mon corps à un autre homme. C'est monté, c'est descendu. Tu as été le premier. Il faut continuer ce que tu as commencé. J'ai commencé à l'éviter. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, je suis à la poste, je veux te voir. Je lui dis, non, mais tu veux me voir, pourquoi? Elle me dit, non, je veux te voir, tu sais, j'ai accepté le fait que tu as ta femme, tu as ton enfant, je ne veux pas vous gêner, mais tu sais, tu me manques. J'aimerais au moins, même si c'est pour une dernière fois, avoir encore un échange, même si c'est pour la dernière fois. DMG, oh, excusez-moi du riz, naïf de mon état, j'ai accepté encore rencontrer cette fille. Ce qui s'est passé, s'est passé. Elle est rentrée, tel quand je raconte même cette histoire, je revois encore ce jour-là. C'est parce qu'à l'époque, j'étais naïf et je ne priais pas. Je n'avais pas cette foi que j'ai au jour d'aujourd'hui et la vision de vie que j'ai au jour d'aujourd'hui. Parce qu'avec un peu de recul, quand j'essaie un peu de voir, si c'était comme au jour d'aujourd'hui, j'aurais dû esquiver, j'aurais dû éviter beaucoup de choses. Elle est sortie, j'ai payé son taxi, elle est partie. 2 ou 3 ou 4 jours après, quand je reviens, je commence d'abord à constater que au petit matin, j'avais toujours ce rituel-là. Bon, je ne sais pas si c'est aussi comme ça chez tous les hommes. J'étais toujours en érection, ce n'était plus trop ça. Je ne ressentais plus trop mon truc. Je n'avais plus cette petite routine-là chaque matin, mon Bermuda est gonflé et tout et tout. Comme je l'ai dit 2 ou 3 jours plus tard, j'essaye donc de toucher un peu la mère de mon enfant. Rien ne donne, DMG. Rien ne donne. Je me suis dit, bon, peut-être c'est la mère de mon enfant, bon, peut-être comme... Et déjà même, à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte parce qu'elle venait fraîchement d'aménager avec moi, donc c'était tellement intense et il y avait du plaisir parce que, bon, jeune marié, jeune couple, bon, pas marié, on n'était pas marié, jeune couple, il y avait cette sensation-là. Je me suis dit, bon, peut-être comme ça fait quelques mois qu'elle est là, peut-être mon corps est trop habitué, je vais un peu la laisser dehors. J'ai appelé une autre amie que j'avais à l'époque, c'était pareil. Je suis reparti chercher une autre aussi que j'avais, c'était pareil. Ma tête a commencé à disjoncter, ma tête a commencé à parler, j'ai commencé... Là, je n'avais pas fait de rapprochement. Mais tout ce que je savais, c'était que
La dernière fois vraiment que j'ai été à l'aise, c'était avec Fifi. Bon, j'ai commencé à faire des hôpitaux, rencontrer des spécialistes. Ils m'ont prescrit des remèdes. J'ai fait même 1 an. C'était comme ça. J'ai fait 1 an. C'était comme ça. Vraiment, j'étais debout comme homme, mais ça n'allait pas en bas. J'ai fait 1 an. Je partais à l'hôpital. J'ai même changé de médecin. On m'a conseillé un autre spécialiste. Ça n'allait toujours pas. Et entre-temps, quand Fifi est partie, elle ne m'avait plus jamais rappelé. Je dis bien jamais rappelé. Et même les messages qu'elle m'envoyait, parce qu'elle m'envoyait les messages constamment, elle ne m'avait plus jamais envoyé de messages, même me rappeler. À un niveau même, je n'avais son contact même n'était plus dans mon... Bon, j'avais son contact, mais ça ne passait plus. Ça ne passait plus. 1 an est passé, j'étais toujours dans la même situation. 2 ans. La deuxième année, tellement j'étais déjà dépassé, j'ai commencé à signaler à certains de mes proches intimes. Vous voyez, pour nous les hommes, c'est pas évident d'aborder ce sujet avec n'importe qui, parce que déjà, c'est un peu un sujet de honte. Quand tu es dans une telle situation, c'est pas évident d'aborder ce sujet et d'expliquer à tout le monde et à n'importe qui. C'est comme ça que un ami me dit, bon voilà, je connais une maman qui fait les trucs traditionnels, et si on peut aller là-bas, peut-être elle pourra... Dès que je suis arrivé chez la maman là, la maman là me dit, mais tu as quel problème? Tu veux quel remède? Je lui dis, non, je veux le remède pour nettoyer. Elle me regarde et me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux juste le remède pour le nettoyage? J'ai dit, oui maman, c'est tout ce que je veux. Elle me dit, tu es naïf. Même si je te donne le médicament maintenant pour te nettoyer, tu vas bel et bien te nettoyer, mais tu ne vas pas résoudre ton problème. Tu as fait du mal à une fille et elle a décidé de se venger. Elle me dit, je n'avais rien expliqué à cette dame. Elle me dit, tu as fait du mal. Je regarde mon ami qui était assis à côté de moi, je dis, mais tu m'as amené où? Elle me dit, non, mais je ne fais pas de vision ici, mais sauf que je vois. C'est un don. J'ai ce don depuis que je suis petit. Toute petite, autant pour moi. Je regarde la dame. J'arrête ma tête avec 2 mains. Je lui dis justement, parce que il y a de cela quelques années, elle me dit, je sais. Et là, il faut vraiment que tu te soignes. Parce que ce que je vais te donner, ce que j'ai ici, je vais te donner, mais ça fera un semblant. Mais la chose vraiment qu'ils ont eu à faire sur toi était... Ils se sont vraiment bien préparés. Il faut une autre force pour détruire la chose. Je suis resté, j'ai commencé à regarder le sol. Et entre-temps, chez moi à la maison, la mère de mon enfant, elle a continué à me soutenir. C'est vrai qu'elle-même aussi, elle avait commencé à me dire que c'est une fille qui t'a fait ça. Parce que quand toi et moi on s'est connus, tu n'avais pas ces problèmes. Même quand je suis monté ici, tu n'avais pas ces problèmes. Tu as eu ça dehors. Elle me disait ça constamment. Elle avait même commencé à me dire ça constamment. On a même failli avoir des problèmes parce que je refusais d'écouter la vérité. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Mais je refusais de lui donner raison. C'est comme ça que j'ai pris les médicaments de la dame et ça s'est manifesté net comme elle avait prédit. Ça a fait un petit feu de paille et tout. Après, la chose est revenue comme avant. DMG, j'ai fait 4 ans de souffrance. 4 années de souffrance. C'est comme ça qu'un jour, je rencontre un curé. Je me confesse chez le curé.
Je lui dis, voilà, j'ai fait du mal à une fille. Vraiment, mon père, je suis devant vous, je suis devant vous ce matin pour me confesser parce que j'ai fait du tort à une fille et voilà, et voilà. Et je demande sincèrement pardon parce que je reconnais le tort que j'ai eu à faire. Je me suis confessé, le curé m'a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés, je suis rentré. Il faut déjà dire ici là que ça faisait déjà 4 ans que j'étais comme ça. Je souffrais énormément de cette histoire. C'est ainsi qu'un jour, ma mère avait une série de neuvaines qu'elle priait toujours dans sa chambre. Un matin, je lui dis, maman, s'il te plaît, donne-moi aussi un peu tes neuvaines. Elle me dit, bienvenue. Quand moi je vous dis de prier ici, dans cette maison, parce qu'à l'époque, on vivait dans la maison, j'étais encore dans la maison familiale. Si tu as compris que les prières peuvent être utiles. Bref, la maman m'a donné des prières. J'ai fait une neuvaine de 9 jours. Le 7e jour, j'ai commencé à ressentir quelque chose bouger dans mon pantalon, la grosseur, la veine. 9e jour de neuvaine, toute la sensibilité est revenue de manière normale. J'étais à l'aise, j'ai recommencé. Et mon ami qui m'avait amené dans cette famille, parce que c'est lui qui m'a fait connaître cette famille, parce que c'était sa belle famille. Un jour, il m'appelle, il me dit, ma belle-mère est morte, on a amputé le pied aussi d'une de mes belles-sœurs. Le dé, c'est tel jour, si tu peux venir. DMJ, je suis arrivé dans ce village. C'est vrai que j'étais déjà allé. J'ai compris que la sorcellerie existait. La sorcellerie était vraie. Après le deuil, je suis remonté sur Yaoundé. Quelque temps après, mon ami m'appelle et me dit, je suis entré dans une mauvaise belle famille. Depuis le premier jour, je le savais. Ce sont des sorciers. Il commence à me raconter apparemment, ma belle-mère était dans une réunion. Bref, ça c'est ce que lui me racontait. Ma belle-mère était dans une réunion et ils avaient déjà fait les réunions des enfants des enfants. Et c'était aussi à son tour de donner ses enfants. Elle a refusé. Elle a préféré mourir parce qu'elle est morte dans des circonstances. Elle s'est brûlée. Je ne veux pas entrer trop dans des détails ici parce que beaucoup de personnes risqueront de se retrouver dans ça. Elle partait faire un marché un matin et c'est comme ça que le poteau électrique était tombé dans leur voiture. Elle est morte. On a presque amputé le pied de sa fille. Elle est morte. Elle s'est brûlée. C'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. C'est comme ça qu'il me dit, mon ami, qu'il me dit que vraiment, c'est pas une bonne famille et il y a beaucoup de choses qui se disent et on a marché, tu sais, moi, je vis avec depuis plus de 7 ans aujourd'hui. C'est pas une famille vraiment honnête. Je me suis souvenu de mon histoire. Je lui ai dit, mais et pourquoi tu m'avais encouragé à flirter avec ta belle-sœur? Il me dit, tu voulais qu'elle te dise quoi, gars? Bon, moi, je voulais aussi que tu coupes et après, tu tournes le dos comme tu l'as fait. Je lui ai dit, non, mais après, moi, j'ai été touché. J'ai été touché. Elle n'a pas accepté le fait que je sois parti et que je sois le premier homme qui... Il me dit, et qu'est-ce qui s'est passé en retour? J'essaie un peu d'expliquer. Il me dit, ah, tu avais même eu beaucoup de chance parce que elle-même personnellement elle ne maîtrisait pas ces choses. C'est sa mère qui connaissait ces choses. C'est sa mère
qui a monté le coup. Je te dis parce que je n'étais pas là, je ne connaissais pas, mais tel que tu me dis, parce que je vivais avec et je connaissais comment ça se passait. C'est sa mère qui avait fait des remèdes, elle lui a donné, mais sauf qu'il fallait encore, c'est la raison pour laquelle, quand il t'appelait que juste une dernière fois, c'était des médicaments qu'ils avaient déjà fait. Et il me dit, et tu avais dit, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va déjà maintenant. Bon, bref, c'est un peu comme ça que j'ai commencé un peu à maîtriser un peu, en maîtrisant en fait le fond de l'histoire. Bon, jusqu'aujourd'hui, je me souviens une fois, cette même fille a essayé de m'écrire sur WhatsApp, sur Messenger, je l'ai bloqué. Elle a essayé de m'écrire une fois avec un premier compte, je l'ai bloqué. Elle a changé de compte, m'écrire avec, je l'ai toujours bloqué. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a plus jamais écrit. Donc ça, c'était mon histoire. Je profite pour attirer l'attention de certains de mes frères. Je sais que ce n'est pas facile, surtout avec nous les hommes. Ce n'est pas vraiment facile. Tu peux avoir ta femme à la maison, mais toujours tenter à avoir des conquêtes dehors. Vraiment, toutes les familles ou toutes les filles ne sont pas vraiment comme simples comme on peut le penser. Il y a des gens qui sont prêts à faire du mal. Bon, je ne vais pas dire ici là que j'ai été trop honnête ou trop serré dans l'histoire, mais sauf que moi je suis chrétien catholique, on ne rend pas le mal par le mal. Donc vraiment, chers frères, essayons un peu d'être distraits et éviter trop de conquêtes. Parce que les quatre années que j'ai passées avec ce problème, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi, mais par la grâce de Dieu, au jour d'aujourd'hui, tout va bien, je suis OK. Bon, c'était un peu ça ma petite histoire DMG. Bon, grand merci. Une fois de plus, merci aussi pour tes histoires parce que ça édifie vraiment des gens. C'est une histoire que j'aurais dû même raconter depuis, mais bon, à force d'écouter les histoires, je me dis que c'est aussi parfois utile de raconter nos expériences afin que ça serve de leçon à ces gens-là qui nous écoutent au quotidien. Bon, merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Coucou DMG, c'est encore moi. Je viens te raconter une 4e histoire. Toujours dans mon petit village où je vous rafraîchis un peu la mémoire. J'avais ma très chère grand-mère Nénette qui nous faisait de la nourriture pourrie. Bref, voilà, c'était pour vous remettre dans le contexte et tout. Alors, j'ai une nouvelle histoire à vous raconter. Je vais vous raconter la mort de l'un de mes oncles du village que j'aimais beaucoup. Cette mort, elle est très mystique. Tout ce qui est autour est mystique. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Le français élastique, pardon. Du coup, j'avais un oncle. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Maxime. Maxime, c'était quelqu'un de très gentil. Il était peut-être saoulard, il buvait beaucoup, mais on l'aimait tellement. On lui avait donné un petit surnom mignon, là, on l'aimait tellement. Je crois peut-être j'avais 13, 14 ans. Je ne sais même plus, mais je n'avais pas encore atteint 14 ans quand toutes ces histoires se sont passées. À chaque fois qu'il allait en brousse, au champ, il nous ramenait toujours du poisson parce que c'était un grand pêcheur. Il nous ramenait du poisson, il nous ramenait des trucs. Du coup, on l'aimait beaucoup. Il nous ramenait de la viande, du rat palmis. Bon, comme je l'ai précisé, je suis Betty. Donc, voilà, je suis dans un village du sud, là-bas, sans Médima. Du coup, on l'aimait beaucoup. Ma cousine et moi, ma cousine directe et moi, on l'aimait beaucoup. Il nous ramenait toujours des trucs et tout. Mais sauf que nous, on ne savait non pas qu'il faisait partie d'un cercle bizarre parce qu'il ne nous avait jamais fait de mal. On allait souvent en forêt avec lui pour regarder les pièges et tout. Un jour, on est au village comme ça. Il arrive, il ne se sent pas bien. On lui dit, mais Maxime, bon, on l'appelle par notre surnom mignon, mais on va dire c'est Maxime. Mais
Maxime, qu'est-ce qu'il y a? Non, je me sens pas bien. Il parle en patois. Non, je me sens pas bien. Je sais pas ce qui se passe. J'ai un peu mal à la tête. J'ai la tête qui tourne. On lui dit, mais d'accord. Nous, on a négligé, on a balasé parce que nous étions des enfants. Vous voyez un peu. Il part. On va qu'à nos occupations. Il revient encore. Il s'allonge dans la case de ma grand-mère. Je ne vais pas bien et tout, ça ne va pas. Là, on commence à paniquer. On appelle ma tante, qui est mariée avec mon oncle, comme je vous avais dit. Elle vient, on lui met de l'eau chaude sur le visage. Il commence à récupérer petit à petit. On se dit que tout va bien. Mais moi, quand je le touchais, je le sentais froid. Vous voyez, j'avais comment... En fait, à un moment, j'ai mis ma main sur lui et puis j'ai sursauté. J'ai ressenti quelque chose, en fait, me traverser. Et j'ai ressenti comme... La première pensée qui m'est venue, c'est attaque, mort, attaque, mort. J'ai banalisé parce que j'étais un enfant. Mais c'est maintenant, quand je me rappelle de toutes ces histoires, que certains détails me reviennent et d'autres que j'ai oubliés. Je banalise. Ma tante dit, comme ma tante, elle ne croit pas à ce genre de choses. Donc, elle a dit non, ça va aller, non. On est toujours là comme ça. À un moment, il se lève, il dit non, je vais bien et tout. On le voit. Et vous savez, j'ai remarqué en général que quand quelqu'un veut déjà mourir, il a toujours un regain d'énergie. Quelques heures ou quelques jours avant sa mort, on le voit bien portant. On le voit comme si tout allait bien. Pourtant, là, c'est le début de la fin. Voilà. J'étais à la case de ma grand-mère et à un moment, on est tous montés au niveau de la maison de mon grand-père parce que comme j'avais expliqué, il y a la case pour cuisiner et il y a la maison où il y a les chambres, le salon où on reçoit des invités. Du coup, on est donc parti là-bas avec lui et tout. Et là, on est assis au salon. Il vient, il entre. Après nous, on était déjà assis, on l'attendait. Il se place au milieu du salon. Il commence à regarder partout. On lui dit, mais Maxime, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? On était surpris parce que c'était comme s'il avait peur. Il était un peu frénétique. Il regardait partout. On ne comprenait pas en fait. On ne comprenait pas ce qui se passait. Après, il nous a dit, non, allez me chercher tel dans la chambre parce que c'était un peu comme quelqu'un de la maison. On se lève toutes les deux. Il nous dit, allez toutes les deux. Et ma tante, elle est allée servir la nourriture dans la case de ma grand-mère dont elle était ressortie. On va chercher ce qu'il nous demande dans la chambre. On entend seulement, dans la chambre, laissez-moi. Laissez-moi comment? Il dit, laissez-moi, je ne veux pas faire ce que vous voulez. Laissez les petites filles là tranquilles. Je ne veux pas faire ce que vous voulez. Laissez les petites filles là. Si vous voulez, prenez-moi. On l'entend vraiment qui criait. Si vous voulez, prenez-moi. Mais laissez les enfants là. Elles ne vous ont rien fait. Vous voulez leur faire quoi? Vous avez essayé la dernière fois, ça n'a pas marché. Vous voulez encore essayer. On l'entend parler. On est resté tétanisé dans la chambre. On n'a même pas eu ce réflexe-là de courir pour aller au salon voir ce qui se passait. On est resté tétanisé dans la chambre de peur en fait. Je vous assure, comme je vous dis là, mes frères et sœurs, ça me fait tellement mal cette histoire parce qu'on l'aimait tellement, cet homme. On l'aimait tellement. Et on lui faisait confiance les yeux fermés. Dès qu'il a fini de dire ça, on entend seulement une chute. Il tombe par terre. Il cogne sa tête. Je vous assure. Là, notre cerveau s'est reconnecté parce qu'on ne comprenait pas en fait. On revient en courant et on le voit. Il a juste cogné sa tête comme par exemple un enfant peut tomber et se cogner la tête et se relever. Voilà. Bizarrement, je vous assure les amis, il a cogné sa tête. Le sang sortait derrière sa tête et ça coulait par terre. Comme s'il avait une hémorragie, comme si on lui avait fendu le crâne en fait. Comme si on l'avait fendu le crâne. On ne comprenait pas ce qui se passait. Le sang coulait. On a commencé à hurler. Oh Seigneur, j'ai les larmes aux yeux quand je parle de cette histoire, excusez-moi. On a commencé à crier. Waouh, Maxime est par terre, le sang sort de sa tête. On a entendu un bruit. Ma tante revient en courant. Elle vient. Qu'est-ce qui se passe? Elle le trouve allongé par terre. Le sang sort de derrière sa tête. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment le sang peut sortir de sa tête comme ça? Qu'est-ce qui se passe?
on dit que on ne comprenait pas. Elle nous demande ce qui se passe. On a expliqué en fait. On a expliqué, elle dit que non, c'est pas vrai. Vous avez halluciné parce qu'elle ne croyait pas, je vous assure. Elle ne croyait pas. On a expliqué à ma grand-mère, quand ma grand-mère est venue, on a expliqué ce qui s'est passé. On a expliqué, on lui a dit tel. Ma grand-mère, comme elle est un peu dans ces choses-là, parfois, quand elle veut, on a dit, ok, c'est comme ça qu'il est mort. On a fait des trucs passés au village là-bas, la morgue est loin. Du coup, on a gardé, on a mis les feuilles, on a mis des herbes pour que le corps ne sente pas. On l'a enterré le 2e jour après sa mort. Dès qu'on a fini de l'enterrer, nous, on avait, on a pleuré, on était des enfants, on a pleuré, on avait le chagrin, mais on a recommencé nos jeux. Sauf que, il y a eu une assise qui s'est passée chez nous, parce qu'il est mort chez nous, et certaines personnes du village, on avait un ancien du village, il est venu purifier la maison, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas, il est venu purifier la maison. Et il a expliqué en fait ce qui s'est passé. Donc ils ont fait leur rite là-bas. Ils ont rappelé son esprit pour venir, d'après ce qu'on entendait, ils ont rappelé son esprit pour qu'il vienne expliquer ce qui s'est passé en fait. Et il a donc raconté que, en gros, on en avait après moi et ma cousine directe. On en avait après nous deux. Et ils avaient fait plusieurs tentatives dans les histoires que je vous avais d'abord racontées, certaines et d'autres que je n'ai pas encore racontées. Ils ont fait plusieurs tentatives pour nous avoir, mais ils n'ont pas réussi. Et ils voulaient passer par lui parce que on lui faisait tellement confiance. On allait en forêt avec lui et il nous donnait du poisson, de la viande. Et nous, on prenait les yeux fermés. Et au début, son but était vraiment de nous vendre, de nous abattre. Vous voyez, de nous donner là-bas. Parce que comme je vous ai dit, dans mon village, on est tous parentés. On a tous le même sang. C'est un peu compliqué, mais on a tous le même sang. Donc, il voulait passer par lui vraiment pour nous abattre. Mais sauf que, au fur et à mesure, parce qu'on était tellement gentils, on était vraiment des petites filles, bon, sans nous vanter, on était vraiment adorables. On aimait tout le monde et on avait un grand cœur. Même jusqu'à présent, j'ai toujours un grand cœur. Moi, j'aime tout le monde. Et je suis toujours gentille, j'ai un bon cœur. Moi, j'aide. Même si tu m'as fait du mal, j'aide. J'ai un très bon cœur depuis toute petite. Et la particularité que j'ai depuis toute petite, c'est que moi, quand quelqu'un me côtoie, automatiquement, même si la personne me détestait comment, la personne m'aime. La personne m'apprécie parce que je donne tout mon amour et je donne un certain réconfort. Ne me demandez pas pourquoi, mais on m'a déjà beaucoup dit ça. Donc, au fur et à mesure, il s'est pris d'affection pour nous. Et il n'a plus voulu faire ce qu'on lui a demandé, sachant qu'on lui avait demandé ça il y a 3 ans. Et nous, on venait au village tous les étés. Donc, ça faisait 3 ans qu'on était vraiment accrochés à lui. On allait même dormir chez lui et tout. Du coup, il a dit qu'il ne voulait plus. Et à ce moment, le jour où on lui avait donné une dernière chance, parce que le jour-là, comme je vous dis, c'est le jour où il nous avait donné le poisson. Il était allé pêcher, il avait ramené le poisson. Et le poisson-là était travaillé. Vous voyez, mais sauf que le poisson travaillé, lui, il a jeté ou il a fait quoi de ça? Et il a pris le vrai poisson simple. Et lui, il est venu avec à la maison. Et les gens là, ils n'étaient pas contents. Donc, on le voyait physiquement, mais son esprit était dans leur réunion là. Et il expliquait là-bas, il disait que son esprit a été rappelé là-bas. Ils étaient en pleine réunion, il était au milieu. Et les gens étaient vraiment en colère. Oui, on les veut. Tu n'as pas vu leur étoile, surtout elle, donc moi, parce que depuis petite, les gens en ont beaucoup après mon étoile. La plupart des histoires de sorcellerie qui ont été vues dans mon village, c'est parce que les gens en avaient à travers mon étoile. Je vous assure, ça ce sera encore une autre histoire. Parce que maintenant que je grandis, je découvre de plus en plus pourquoi ils en veulent à ma vie. Donc en gros, il a dit qu'il ne voulait plus. Donc dans leur réunion là-bas, il a dit qu'il ne voulait plus en fait. Donc on voyait son corps. C'est pour ça qu'il parlait au milieu du salon quand il nous a envoyés dans la chambre. Il était en train de parler. Il parlait et il parlait là-bas et il parlait ici. Donc on entendait ce qu'il disait, mais il parlait dans leur monde là-bas. Ils étaient en pleine réunion dans leur autre monde. Et ils ont commencé à se disputer là-bas. Et c'est comme ça que l'un d'entre eux l'a raclé. Comme on te racle, tu tombes par terre. Il l'a raclé fort. Il a cogné sa tête.
Sauf qu'en cognant sa tête, il a voulu se relever et l'un des sorciers, est sorti avec une machette et lui a fendu le crâne en deux. C'est pour ça que le sang a coulé. Le sang a coulé physiquement, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu la machette en fait. La machette, le coup de grâce qui lui a été donné a été fait dans le monde spirituel et le sang, a jailli dans le monde physique. Donc nous on a vu le bruit de la chute. Il était par terre et on l'a vu coucher par terre. Le sang sortait de sa tête et tout. Mais en fait, on l'avait donné un coup de machette là-bas, en fait, ça qui l'avait tué. Et nous, on ne le voyait pas, en fait. Donc, il dit que c'est comme ça qu'on lui a donc donné un coup de machette. Il est mort là-bas. Et c'est comme ça qu'ils l'ont mangé là-bas. Parce qu'ils ne voulaient pas nous donner. Et c'est comme ça donc qu'il est mort dans le monde physique. Que c'était donc ce qui s'est passé. J'ai eu tellement mal, les amis, parce que j'ai tellement aimé cet homme. Je le considérais comme un père, comme un frère, je ne sais même pas, comme un ami. J'avais tellement mal. Mais bon, voilà ce qui c'est. Voilà la mort de l'un de mes oncles. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous massivement parce que, mine de rien, DMG nous permet aussi de nous décharger parce que les gens ont déjà vécu des histoires que, en racontant, ça fait même un peu du bien. Donc voilà, c'était ma 4e histoire. Je vous reviens pour la suite de mon histoire. Donc voilà, et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté DMG. Je viens ce début d'après-midi pour déposer une petite histoire. Partagez déjà, likez. Même si vous ne voulez pas commenter, dites juste merci pour l'histoire. Ce serait déjà très bien pour DMG et pour son concept, pour ce qu'il nous apporte. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire sur ma propre vie. Un jour, j'étais chez moi. J'habitais à Douala. J'étais chez moi un jour. Je me réveille le matin, je suis allée au travail. Quand je reviens du travail, je trouve une des cousines de mon père assise devant ma porte. Déjà d'un, ça m'a surpris. Personne ne savait où j'habitais. Je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver là. Je ne sais pas vers qui elle s'était retournée pour arriver jusque chez moi. Mais anyway, c'était pas ça le sujet. Je l'ai prise, elle était amaigrie, elle était mal en point. Je savais qu'elle était partie dans un espèce de mariage dans un village là. Elle revient, elle me dit, aide-moi dans mon mariage, ça ne se passait pas bien et voilà, je suis venue pour que tu m'aides. Amaigrie comme elle était, je me suis dit qu'elle doit avoir un problème de santé. Donc, du coup, je l'ai mise à la maison, on l'a amenée à l'hôpital et tout. J'ai dit, ok, elle va rester avec moi un peu de temps, histoire qu'elle se refasse. 2-3 mois après, je pense, 2 mois après, elle avait repris du poil de la bête. Et là, moi, je vivais à l'époque avec une autorité de la place. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux venir rapidement à mon bureau? Je pars de mon bureau, je vais le voir à son bureau. On a discuté, on a fini ce qu'on avait à se dire. Et je pars de là pour rentrer à la maison. Généralement, quand j'étais au Cameroun, je ne prenais jamais, jusqu'à présent, je prends rarement des taxis où on va mettre plein de monde. Non, généralement, je prends des taxis en dépôt ou alors je prends des taxis en course. Et là, je prends un taxi en course et on est sur Bonamoussadi. On roule et on arrive au carrefour Maïtur. Je vois qu'il y avait un papa qui essayait de prendre un taxi. Souvent, quand je prends des taxis, je m'assieds derrière, je peux demander qu'il prenne quelqu'un devant
pour raccourcir les gens qui sont sur notre trajectoire, une personne devant. Ou alors, si je suis assise devant, je vais lui demander de prendre 2 personnes derrière qui sont sur ma trajectoire. Donc, à ce moment-là, je vois ce papa, il faisait chaud, il y avait un soleil qui tapait. Et je demande à ce chauffeur de taxi de prendre ce papa. Il s'arrête, le monsieur, il dit qu'il va à l'école publique d'Edo. Le chauffeur de taxi me regarde, je lui dis oui, tu peux le prendre. Donc, il prend le papa et on commence à rouler. Quand on arrive au niveau de sable, le papa se retourne vers moi, il me regarde, il me dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais avec le cadavre qui est chez toi? Je lui dis, le cadavre? Il me dit, oui, il y a un cadavre chez toi. Je dis, je ne suis pas au courant que quelqu'un de ma famille soit décédé et que... non, je ne suis pas au courant. Il me dit, tu as reçu quelqu'un chez toi. Cette personne, elle est pratiquement morte. Cette personne, elle vient de quelque part, d'un village. Et dans ce village-là, elle était mariée là-bas. Pas vraiment mariée, elle vivait en concubinage avec quelqu'un là-bas. Et dans ce village, quand ils allaient à leur sortie nocturne de sorcellerie, cette personne, elle allait à ces réunions et elle commençait à prendre l'ascendant sur les propres personnes du village. Ce qui fait qu'ils se sont réunis, ils l'ont tabassée. Donc, elle a failli mourir là-bas, c'est pour ça qu'elle est venue. Mais quand elle est venue là, elle est pratiquement déjà, tu peux considérer qu'elle est morte. Mais sache une chose, c'est que maintenant que tu l'as amenée à l'hôpital, on vous a dit à l'hôpital qu'elle était séropositive. Non, elle n'est pas séropositive. On va la soigner et sache qu'en habitant chez toi maintenant, si elle décède, on dira que c'est toi qui l'as tuée pour t'enrichir. Tu n'es pas déjà très aimé, mais on va rajouter ça sur ce qui est dit. J'ai dit, ok, je n'étais pas au courant. Elle me dit, et dans son discours et machin et tout, on arrive à l'école publique. Bon, malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, je n'ai pas demandé plus d'explications que ça. Je n'ai pas pris le contact du papa, rien du tout. Je rentre chez moi, je continue à vivre avec cette cousine à mon père qui est ma tante, parce que mon père vient d'un foyer polygamique où il a beaucoup de frères, mais mon père est fils unique à sa mère. Donc ses frères et ses oncles ont fait des enfants, donc la famille est tellement nombreuse mais nous, on n'est que des singletons dans cette famille-là. Donc, la cousine à mon père, elle commence, mais vraiment, elle a pris du poil de la bête. J'ai ouvert une petite parfumerie pour qu'elle puisse s'occuper et gérer, parce que moi, j'avais un petit boulot, mais je voulais une petite parfumerie dans le quartier et tout. Elle essayait de gérer cette petite parfumerie, mais purée, DMG. Cette fille, elle a commencé un manque de respect à mon endroit mais qui n'avait plus de nom, quoi. Du coup, j'ai appelé mon oncle, le petit frère à mon père. Je lui ai dit, écoute, tu es à Douala ici avec nous. J'ai hébergé ma tante dans ma maison le temps qu'il a fallu. Elle est bien portante avant que ça n'aille en vrille. S'il te plaît, viens la faire sortir de chez moi. Elle est partie de chez moi, elle est allée habiter quelque part à côté. Et moi, je pense le mois qui suivait, même pas, parce que quand ça se passe, j'étais déjà en train de me préparer à partir en Europe. Et le mois qui a suivi, j'ai pris mon vol, je suis partie en Europe. Elle est restée là-bas au Cameroun. Elle a vécu, je pense, 1 année. Hein. Et l'année d'après, on m'appelle, on me dit que ça ne va pas. Elle est vraiment très, très mal en point. Et on a dû la prendre et la ramener au village pour qu'elle aille mourir là-bas. DMG. Elle est restée au village 2 semaines. 2 semaines après, elle est décédée. Quand elle décède au village, on prend le corps,
on amène à la morgue du village, la morgue à Eboleva, on amène le corps à la morgue. Au moment où le morguier prend le corps pour mettre dans le tiroir où on les met, la fille s'est assise sur le brancard, les yeux ouverts. C'était la panique générale. Bref, on l'a de nouveau reprise, on l'a ramenée à la maison. Elle a de nouveau vécu 3 jours et 3 jours après, elle est décédée. Que Dieu ait pitié de son âme. Pour dire la moralité, c'est que quand on reçoit les membres de nos familles chez nous, des fois, c'est des gens qui viennent pour soit nous combattre, parce que vraiment, c'était terrible avant que je ne demande à mon oncle de venir la faire sortir de chez moi. Non, c'était devenu autre chose. Donc, faisons vraiment attention parce qu'on expose nos vies, on expose même mon voyage. J'ai fait tout ce que je faisais par rapport à mon voyage. Elle était là, mais je ne pouvais pas partager ça avec elle parce que c'était devenu une rivalité alors qu'elle habitait chez moi. Hein. Elle vivait sous mon toit. C'est moi qui payais le loyer, c'est moi qui payais à manger, c'est moi. Donc, j'ai commis beaucoup d'erreurs en faisant rentrer pas mal de personnes auprès de moi qui n'étaient pas forcément des bonnes personnes. Voilà ma petite histoire d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.